Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage en mobilité, émission enregistrée au Mondial de la mobilité à Paris. C'est Capgemini qui est avec nous aujourd'hui. Capgemini, un des leaders mondiaux des technologies de l'information et de la transformation digitale. Pendant 30 minutes avec Capgemini, nous allons parler de Smart Mobility. Comprenez en deux mots, nouvelle mobilité, mobilité intelligente, les innovations, les évolutions au service de nos déplacements. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui plus dans une mobilité réfléchie et plus seulement dans un rapport de ma voiture qui m'emmène là le plus vite possible. Pour parler de Smart Mobility avec moi, Cédric Nouvelet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable auto de Capgemini France. Jérôme Coignard, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président business platform chez Capgemini Innovation et Mehdi Essaidi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Movin Blue, une plateforme de mobilité connectée à destination des professionnels de la location. Ça permet, en résumé, à un conducteur de verrouiller, déverrouiller, démarrer son véhicule et transférer ses données. Une plateforme fondée par Capgemini et Valeo. Bonjour et bienvenue messieurs dans ce tout premier voyage en mobilité. Vous avez de la chance, c'est vous qui inaugurez. Alors est-ce que pour commencer, et même si j'en ai donné une toute petite définition en début d'émission, vous pouvez me définir l'appellation Smart Mobility ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de définir le terme de smart mobilité ou des nouvelles mobilités au sens large. On aime bien le qualifier par un acronyme assez simple à retenir, plutôt mémotechnique, qui est SECAM. Donc SECAM pour shared, électrique, connecté, autonome, intelligence artificielle et multimodal. Alors si je reviens sur chacun de ces points assez rapidement, la dimension shared partagé est probablement le dénominateur commun de l'ensemble de ces services de nouvelle mobilité, donc qui reposent sur les principes de l'économie du partage qu'on connaît, avec une myriade de business models qui existent. Donc, je vais utiliser des termes un peu barbares autour du ride-hailing, du car sharing, du public car sharing. Donc, c'est des modèles qui existent et qui émergent ces dernières années, avec probablement un modèle qui a l'air de se démarquer et de sortir du lot, qui est le modèle du free floating. Donc aujourd'hui, free floating pour s'opposer au concept du station-based, donc basé sur des stations. Vous pouvez expliquer free floating ? C'est le principe de laisser le moyen de transport, que ce soit une trottinette électrique, un véhicule, en libre service sur la voie publique, sans chercher, j'ai envie de dire... Sans borne. Voilà, absolument, sans venir le ramener à une borne. Donc ça c'est pour le premier point. Si je cherche et j'ai un petit peu de temps pour creuser l'ensemble des lettres de l'acronyme, donc au-delà de ce point-là, la dimension électrique est extrêmement importante. Aujourd'hui l'impact environnemental by design est quelque chose qui est pris très en amont dans la conception de ces nouveaux services, et notamment on voit dans le monde de l'entreprise et des flottes privées d'ailleurs une convergence entre les projets d'électrification des parcs de véhicules et la mise en place de solutions d'autopartage. Le troisième point est la dimension connectée. On parle d'IoT. Dans la mesure où la plupart de ces nouveaux services s'appuient sur des plateformes de services qui ont besoin de remonter de l'information, donc de l'information utilisateur, bien entendu via le smartphone, mais aussi de l'information de localisation, par exemple, ou d'usage, directement du moyen de transport considéré. Ce qui amène à dire aussi que dans ce sujet des nouvelles mobilités, la data est un enjeu majeur. La data qui amène d'ailleurs le point suivant, la dimension AI, intelligence artificielle, parce que qui dit de plus en plus de data appelle la mise en place d'algorithmes pour aller délivrer des services de plus en plus intelligents et de plus en plus d'automatisation dans les process, qui est aussi un enjeu clé dans les nouvelles mobilités. Le côté autonome est en fait simplement une traduction de l'intelligence artificielle dans le contexte du véhicule, et c'est une disruption majeure dans le secteur, dans la mesure où par définition le véhicule autonome est un véhicule partagé. Et pour finir, la dimension multimodale, simplement pour rappeler qu'on est au mondial de l'auto, mais on n'est pas uniquement centré sur le véhicule, mais c'est bien l'ensemble des moyens de transport qui sont considérés dans les nouvelles mobilités, donc allant des transports publics aux trottinettes électriques ou au car sharing. Et alors, pourquoi est-ce que Capgemini s'intéresse à ce sujet de la Smart Mobility ? Cédric Nouvelet ? Peut-être 3 éléments de réponse sur le sujet.
Le premier, c'est qu'en fait, Capgemini est un acteur historique du secteur de l'auto. Donc c'est un secteur qui est global pour Capgemini et où il y a une croissance très significative, notamment par toute l'approche disruptive qu'on peut voir en ce moment. Comment vous expliquez approche disruptive Alors justement, excellente question. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on en parlera plus tard, mais il y a deux ruptures majeures que sont l'arrivée de l'électrique et de la voiture autonome qui bouleversent complètement les investissements, les acteurs en place, et notamment avec des investissements qui se déplacent sur ce qu'on appelle le CASE. Et le CASE, en fait, c'est la voiture, toute la connectivité de la voiture, qui est le C de CASE, toute la partie autonomie, donc la voiture autonome, le A, le partage, puisque la voiture autonome nous emmène vers la mobilité, donc le partage des véhicules, et enfin l'électrique. Et la composante commune de ces 4 éléments, c'est qu'en fait, ça touche énormément à la technologie et la transformation digitale. Et Capgemini étant un acteur fort de ces 2 sujets, bien naturellement, on se positionne sur ce point. Et enfin, sans arrogance et en toute humilité, en fait, le positionnement de Capgemini, c'est de devenir l'équipementier digital pour les constructeurs et l'équipementier digital de rang 2 pour les équipementiers. Alors vous parlez de constructeurs et d'équipementiers, mais comment est-ce que les constructeurs et les équipementiers vivent ce sujet de la smart mobility? Qu'est-ce que ça change pour eux un petit peu? Alors, ça bouleverse, comme je l'évoquais tout à l'heure, toute la chaîne, du constructeur à l'équipementier et au réseau de distribution, toute la chaîne est bouleversée, avec ces 2 principales ruptures que sont l'électrique et l'autonome. L'autonome lui-même apportant, on va dire, 4 sujets de préoccupation et d'investissement différents pour les constructeurs, que sont la révolution du design intérieur des voitures, puisque maintenant, dans un avenir proche et de plus en plus proche, on aura du temps dans la voiture, on fera autre chose. Donc on va pouvoir notamment se servir de plateformes de services embarquées, et Mehdi nous en parlera tout à l'heure, mais il va falloir complètement transformer et révolutionner le design intérieur. Donc ça, toute la chaîne historique sur ces sujets est bouleversée. Deuxième sujet qui arrive avec la voiture autonome, mais pas que, c'est l'arrivée de nouveaux business models. On en parle beaucoup, mais c'est extrêmement significatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autonomie de la voiture va apporter des dimensions de partage, des dimensions d'usage, et on dit souvent que la voiture était historiquement un marqueur social d'appartenance par le type de voiture qu'on avait. Aujourd'hui, on pense que les nouvelles générations sont beaucoup moins préoccupées. C'était encore évoqué très clairement par Jacques Attali hier à la conférence d'inauguration. L'usage va prédominer sur le marqueur social. Et donc, les usages, c'est-à-dire quel nouveau business model les constructeurs vont pouvoir proposer, les acteurs de cet écosystème ouvert qui arrive et qui est enfin la troisième partie, où le constructeur comme l'équipementier ne peuvent plus travailler pour moi en vase clos, sont obligés de s'ouvrir à un ensemble de start-up, à un ensemble d'acteurs, dont Capgemini, pour être capable de gérer tout cet environnement. C'est-à-dire que la voiture va générer un flot énorme de données, je pense que Mehdi et Jérôme reviendront sur ce point, et aura besoin d'énormément de données de l'extérieur pour être capable de se mouvoir en toute sécurité. Et donc, il faut se poser la question, et il y a énormément d'enjeux en ce moment sur ce point, quelle est la donnée qu'on doit partager et qui est nécessaire aux autres pour que la mobilité puisse fonctionner, et quelle est celle qui est monétisable et qui va permettre de garder les acteurs avec un élément différenciant. Donc on a énormément de choses sur ces points-là. Est-ce qu'on peut parler d'effet de mode dans ce sujet de la smart mobility, ou est-ce qu'on peut vraiment y voir un bouleversement plus profond? Alors, je pense qu'il est communément admis qu'aujourd'hui, on ne se déplace pas de la même façon qu'il y a quelques années. Mehdi et Saïdi, pardon. Absolument. Il y a un point qui me semble notable et à relever, c'est la dynamique de cette transformation, qui laisse penser qu'elle est plus profonde et plus durable. Il y a un point qui illustre assez bien cette dynamique-là, c'est si on regarde, je suis tombé sur une étude il n'y a pas très longtemps, où si on regarde les investissements sur les 6 dernières années,
Donc sur les 6 dernières années, ils ont été multipliés par 6, ces investissements, dans le domaine des nouvelles mobilités, pour atteindre à peu près 110 milliards de dollars. Investissements qui d'ailleurs sont focalisés et plutôt captés par les startups et les scale-up californiennes et chinoises, qui posent une autre question qui est la place de l'Europe dans l'émergence de ces plateformes de nouvelles mobilités. Ce qui me semble intéressant dans cette transformation, c'est qu'elle bouleverse les chaînes de valeur en place, en créant de nouveaux écosystèmes partenariaux et concurrentiels. À titre d'exemple, traditionnellement, un constructeur fournissait des véhicules à un loueur courte durée, donc c'est un segment de leur clientèle qui est assez important. Aujourd'hui, ces deux acteurs-là peuvent se retrouver en concurrence dans la fourniture de nouveaux services de mobilité pour des flottes privées. Ou inversement, on peut voir émerger, pour aller servir une ville, des partenariats entre un constructeur et un loueur courte durée. Je vais prendre l'exemple de DriveNow qui s'est monté il y a quelques années en Allemagne, joint venture entre BMW et le loueur Sixt, pour aller créer un service de free floating qui fonctionne d'ailleurs plutôt assez bien. L'autre point intéressant, je trouve, dans cette transformation, c'est que, bien entendu, elle va affecter les acteurs traditionnels du secteur, à savoir le secteur automotive, le secteur des transports, bien entendu les pouvoirs publics qui vont organiser ça. Mais ce qui me semble vraiment notable, c'est qu'elle va aussi affecter un deuxième cercle, donc à savoir les assureurs, les telcos, les fournisseurs d'infrastructures, qui, bien entendu, vont y voir un besoin d'aller réinventer dans ce nouveau contexte leurs produits, mais aussi qui y voient une opportunité pour aller développer de nouveaux services et prendre de nouvelles positions dans la chaîne de valeur. Donc ça, c'est un point qui me semble assez intéressant et qui a une conséquence d'ailleurs assez immédiate sur la frontière publique-privée, qui est un vrai enjeu. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à clairement définir et délimiter cette frontière entre le public et le privé. Enfin, on le voit bien notamment dans le cas de la ville de Paris, avec l'arrivée de ces nouveaux services, enfin la fin d'Autolib et l'arrivée de nouveaux services qui arrivent plutôt du secteur privé, donc, qui soulèvent un point au niveau des pouvoirs publics. Quel rôle doit-il jouer ? Doivent-ils laisser faire ou chercher à coordonner et à piloter la mise en place de ces nouveaux services. Juste un point, Mehdi, une anecdote assez drôle sur le sujet, sur l'impact dans la ville. On était avec Capgemini au secteur global dans la Silicon Valley il y a un an, où on a rencontré plusieurs acteurs de cet écosystème, dont un qui disait très clairement les nouvelles mobilités et la voiture autonome va complètement changer la physionomie des villes. Et tout ça a été la résultante d'une étude assez intéressante. On accepte aujourd'hui, vous, moi, de passer 45 minutes dans sa voiture pour se rendre à son travail. Et 45 minutes, c'est une moyenne, mais qui du coup a défini un peu les villes et l'urbanisation telle qu'elle existe aujourd'hui. On pense que les nouvelles mobilités et la voiture autonome vont faire passer cette moyenne, une fois de plus une moyenne, de 45 minutes à 1h30. Donc, mécaniquement, on peut largement anticiper, en tout cas les urbanistes anticipent, une extension des villes en longueur de manière significative, ne serait-ce que par rapport à la nouvelle mobilité. Et quand on sait que, je crois que 70% ou 75% en 2050 de la planète sera en ville, je pense que les enjeux sont importants. On est d'accord, enfin, peut-être simplement pour clôturer ce point sur les transformations, enfin, c'est un peu dur de regarder dans une boule de cristal et de se dire comment les choses vont évoluer dans ce contexte très fragmenté, enfin, qui se consolide d'ailleurs de plus en plus. Mais la conviction qu'on porte, c'est que dans tous les cas, une partie de la réponse sera dans la construction d'écosystèmes partenariales, business et technologiques, autour de la mise en place de plateformes digitales, parce qu'il y a un point qui est sûr, c'est que ce business traditionnel migre et évolue de plus en plus vers des plateformes digitales. Et il y a un concept qui semble un peu se cristalliser dans la mobilité, ça s'appelle le MaaS, donc comprenez Mobility as a Service, la mobilité donc comme un service. Mehdi et Saïdi, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce MaaS ? Alors tout à fait, le MaaS, le Mobility as a Service, c'est un peu le Graal
ou une chimère dans ce domaine des nouvelles mobilités. Alors, juste pour compléter un petit peu, quel est le concept, quel est l'objet derrière ça, c'est simplement une plateforme qui va agglomérer et agréger l'ensemble de services de mobilité pour aller délivrer, donc, notamment plutôt dans un contexte urbain d'ailleurs, pour aller délivrer un service unifié. Alors que ce soit à l'utilisateur final, que ce soit sur l'usage de ce service de mobilité, donc de la trottinette, du véhicule, mais qui va aussi apporter une certaine unification dans la gestion de l'identité, dans la gestion du budget, dans les systèmes de facturation. Alors, quand on parle du MaaS, on en vient souvent à parler d'un exemple, donc la ville d'Helsinki qui a mis en place avec un acteur du marché, donc qui s'appelle MaaS Global, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, ce type de système qui fonctionne déjà depuis un an. C'est un concept intéressant parce que si on en revient sur le sujet par exemple de la ville de Paris, c'est peut-être, j'y viens peut-être, un moyen d'aller retrouver un peu de contrôle dans cette effervescence et l'émergence de ces nouveaux services que l'on voit un peu émerger et apparaître en zone urbaine. Et alors, donc, comme dans beaucoup d'autres domaines, les nouvelles technologies sont très présentes dans la mobilité. Elles fourmillent. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de les lier à ce sujet. Qu'est-ce qu'elles font pour la mobilité, ces nouvelles technologies, concrètement ? Jérôme Coignard. On va retrouver dans le domaine des nouvelles mobilités les mêmes types de grandes forces technologiques qu'on trouve dans d'autres secteurs. Donc on a déjà parlé plusieurs fois au cours de cet échange de l'intelligence artificielle. Donc au-delà de l'IA en tant que buzzword ou les données, la question intéressante, c'est les use cases. C'est-à-dire que cette IA, elle est au point de plus en plus, à quoi elle peut servir. Donc déjà les voitures autonomes, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Il y a plein d'exemples déjà sur ce domaine-là. Je pense qu'elle peut aider également à mieux gérer la complexité de ces nouveaux écosystèmes dont parlait Mehdi. Donc toute cette masse d'informations et en plus avec des informations parfois contradictoires, parfois différentes, il va falloir faire en sorte que les différents acteurs techniques, humains qui vont collaborer au travers de ces grandes plateformes arrivent à le faire. Il y a un autre point également qui est de l'ordre de la personnalisation de l'expérience. Le fait que ces algorithmes et ces intelligences artificielles vous connaissent de plus en plus, donc avec votre accord, Cédric parlait de l'enjeu de transparence et donc toutes les problématiques de respect de la GDPR, mais une intelligence artificielle, des algorithmes bien conçus et transparents vis-à-vis des usages peuvent amener une personnalisation de l'expérience dans le véhicule extrêmement intéressante. Le deuxième point, c'est l'Internet des objets. Donc la voiture est déjà connectée depuis longtemps, même si toute la masse de données techniques qui remonte déjà et qu'on ne voit pas n'est pas transformée en usage. Derrière toutes les technologies, c'est l'usage qui importe. Ces objets, on en parlait tout à l'heure, vont collaborer entre eux au sein de ces écosystèmes dans les grandes métropoles. Et ils vont également intégrer de plus en plus d'algorithmes d'intelligence artificielle déportés dans les objets. Il y a eu une première vague où on pensait que tout se passerait dans le cloud, on y reviendra après. Aujourd'hui, la puissance qu'on a sur un téléphone ou sur les microprocesseurs dans les véhicules permettent d'embarquer énormément d'intelligence artificielle. Il y a des processeurs spécialisés pour ça qui vont permettre de déporter l'intelligence au plus près de l'usage du consommateur, au plus près du contact physique. Et ça, l'aspect physique, sensoriel de l'expérience dans les voitures, on le voit de plus en plus dans les nouveaux designs d'intérieur, c'est probablement un des principaux avantages compétitifs des constructeurs automobiles face aux acteurs du mobile. Un téléphone, c'est extrêmement puissant, mais c'est quand même très froid, ça ne dégage pas d'émotion. Un véhicule, il suffit d'aller voir les concept cars qui sont exposés dans le hall 1, ça dégage encore énormément d'émotions tactiles, visuelles, olfactives, sonores. Le design sonore sera extrêmement important. Alors le cloud, c'est d'abord vu comme une infrastructure déportée qui permet d'optimiser les coûts, d'aller plus vite. Ce qu'on va voir venir de plus en plus, on en parlait avec le MaaS, c'est des clouds et des plateformes sectorielles, donc sur l'automobile, sur la mobilité. Et dans ce cadre-là, Capgemini le fait dès aujourd'hui, puisque le groupe PSA et Capgemini ont co-développé en partenariat une plateforme
pour faire du e-commerce dans la voiture. Donc, ça a été annoncé hier dans le cadre de Free2Move Service, qui est une nouvelle composante de l'offre Free2Move, et ce sera mis en place dans les véhicules au cours de l'année 2019. Et cette plateforme de e-commerce, elle ne sera pas uniquement réservée à PSA. L'ambition des deux partenaires, c'est de l'ouvrir aux autres constructeurs, aux autres acteurs de la mobilité pour créer ces nouveaux écosystèmes dont parlaient Cédric et Mehdi. Et Capgemini a un slogan déjà très ancien qu'on appelait la collaborative business experience, donc l'expérience collaborative avec nos clients. Et c'est vraiment dans l'ADN et on cherche à faire bénéficier tous nos clients et tous les acteurs de la mobilité de ce travail en commun au sein de grandes plateformes qui sont un des moyens aussi de résister à la pression énorme technologique, budgétaire, marketing des grands acteurs de l'Internet, les GAFAM et les BATX, qui voient aujourd'hui la voiture comme une nouvelle opportunité de développement de business, des énormes écrans disponibles, des packs de batterie sans limite. C'est exactement ce qu'il faut pour pouvoir vendre des publicités de meilleure qualité et donc plus chères. Donc derrière ces enjeux, il y a effectivement des places sur les nouveaux business models qui vont se prendre. Et puis il y a une dernière technologie, mais on n'en dira que deux petits mots aujourd'hui, puisqu'il y a une autre conférence faite par des collègues de Capgemini sur le domaine, qui est la blockchain. Alors à la fois comme moyen d'optimiser et de mieux coordonner les actions d'un écosystème complexe, et peut-être à terme dans la création d'une crypto-monnaie dédiée à la mobilité. Ça prendra un peu plus de temps. Et du coup, donc, Capgemini, en tant qu'acteur important du secteur des technologies d'information, doit réagir face à tous ces changements dont on parle depuis le début de cette émission. Qu'est-ce que vous faites alors chez Capgemini ? On fait beaucoup de choses, mais si effectivement on regarde le positionnement de Capgemini sur l'auto, comme je le disais en introduction, c'est un secteur historique pour Capgemini, donc on a bien l'intention de continuer et d'accélérer sur notre positionnement sur le secteur. Avec une majeure, on va dire, l'ambition c'est de se positionner en tant qu'orchestrateur de ces nouvelles plateformes, de ces sujets qui deviennent de plus en plus complexes et dans les écosystèmes ouverts où un orchestrateur, un intégrateur de référence est primordial. Donc ça, c'est le premier point. Après, il se décline en trois parties, le positionnement de Capgemini. On va dire le partenaire historique, tiers de confiance, agnostique de solutions, et qui va permettre vraiment de pouvoir accompagner tout l'écosystème. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, qui est beaucoup plus innovante, mais qui est quelque chose qui correspond à vraiment une grande part de notre savoir-faire, c'est-à-dire la transformation digitale, puisque tous les acteurs sont amenés à se transformer sur ce plan-là. Et là, très clairement, c'est le cœur de métier de Capgemini, notamment avec la marque récemment lancée Capgemini Invent. Donc ça, c'est le deuxième point. Et enfin, pas de transformation digitale sans innovation forte. Et là aussi, notre ambition, c'est de devenir le partenaire d'innovation de l'écosystème. Donc, ça a été évoqué par Mehdi, évidemment, avec l'initiative qu'on a eue avec Valeo sur Moving Blue. Ce qu'on vient de lancer tout récemment avec PSA, évoqué par Jérôme, ou prochainement, il y aura une conférence, je crois, dans 2 ou 3 jours sur le sujet, une initiative qui s'appelle Trusted Car autour de la blockchain, comment fédérer les acteurs de l'écosystème pour garantir l'ensemble des données du cycle de vie du véhicule, ce qui va être aussi primordial. Donc, énormément d'enjeux pour nous et pour boucler une ambition claire de devenir l'équipementier digital pour tous ces acteurs. Et je paraphrasais Carlos Ghosn qui disait hier le plus difficile à prévoir, c'est le comportement des usagers, en tout cas des conducteurs, où ça, malheureusement, à quelle vitesse ils vont aller vers le véhicule électrique, à quelle vitesse ils vont aller vers l'autonomie, c'est beaucoup d'inconnus. Et Capgemini, nous avons l'intention d'être l'équipementier digital dans la durée. Eh bien, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de ce voyage en mobilité. Merci beaucoup, Cédric Nouvelet. Je rappelle que vous êtes responsable auto de Capgemini. Merci à Jérôme Coignard, vice-président des plateformes commerciales chez Capgemini Innovation. Et merci Mehdi Essaidi, cofondateur de Moving Blue. Je rappelle que vous pouvez retrouver Voyage en mobilité en podcast sur le site mondial-paris.audio, sur iTunes, sur
sur SoundCloud et sur toutes vos applications de podcast préférées, évidemment. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et nous, on se retrouve très vite pour un prochain voyage.